Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Statistique Autodidacte. Aujourd'hui, nous abordons une notion très importante en statistique, la moyenne. Certainement, dans les médias, vous entendez des informations telles que « le salaire moyen a augmenté »,« la température moyenne a baissé »,« le prix moyen du marché a grimpé » ou tant d'autres informations de ce genre. Un seul nombre semble résumer toute une réalité économique ou sociale. Il est alors légitime de demander comment cette information est obtenue malgré la diversité des salaires, des prix des produits et quelle est sa signification. D'abord, il faut noter que derrière ce mot, « moyenne », se cachent plusieurs méthodes de calcul, chacune adaptée à une situation différente. En statistique, elle constitue l'un des paramètres de tendance centrale le plus souvent utilisé pour une première appréhension de l'ordre de grandeur d'une variable économique, sociale ou démographique, et souvent pour faire la comparaison à une autre donnée ou à une information. Ainsi, choisir la mauvaise moyenne peut conduire à une mauvaise interprétation. Dans cette présentation, notre objectif est de vous expliquer rigoureusement les différents types de moyennes, la méthodologie de calcul et surtout comprendre quand utiliser chacune d'elles. La moyenne constitue un paramètre de tendance centrale ou de position la plus utilisée dans les études statistiques, puisqu'elle constitue un résumé d'une masse de données. Comme exemple, nous avons le salaire moyen d'une catégorie socio-professionnelle, la moyenne d'un étudiant obtenu en faisant le calcul sur plusieurs notes dans différentes matières, ou le prix moyen d'un véhicule, etc. Avant d'aller plus loin, il est important de savoir que selon les données soient groupées ou non, la moyenne utilisée est dite simple ou pondérée. Aussi, elle s'applique qu'aux variables quantitatives. La moyenne arithmétique est celle souvent utilisée pour la plupart des calculs de moyenne sur des données. Elle est plus souvent utilisée sur des données dont la somme a un sens. Toutefois, d'autres moyennes peuvent être plus appropriées dans certains cas. Considérons une population ou un échantillon composé de n individus et soit x1, x2 jusqu'à xn, les observations quantitatives sur ces individus. La moyenne arithmétique simple est la somme des valeurs observées sur la série divisée par l'effectif de la population ou de l'échantillon. Cette moyenne est utilisée lorsque les données ne sont pas groupées. Ainsi, on fait juste la somme des valeurs observées puis on divise cette somme par le nombre total d'observations ou d'individus, comme le montre la formule. Vous allez rencontrer, dans la plupart du temps, la notation x-bar comme la moyenne arithmétique. Pour exemple, considérons maintenant le tableau suivant constitué des notes de 15 étudiants. La première étape est de faire la somme totale. Nous obtenons ainsi 203. La deuxième étape est de déterminer l'effectif total, soit 15. Ainsi, en appliquant la formule, nous avons 203 divisé par 15 égale 13,53. La moyenne de la classe est donc 13,53. Cette valeur représente le niveau global moyen des étudiants. Lorsque certaines valeurs apparaissent plusieurs fois, elles doivent compter davantage dans le calcul. On introduit alors la notion d'effectif ou de poids. Ainsi, dans le cas où les données sont groupées ou distribuées avec des poids différents, la moyenne arithmétique pondérée est obtenue en faisant la somme des valeurs affectées à chaque sous-groupe multipliée par l'effectif du sous-groupe ou le poids dans certaines études puis divisé par les sommes des effectifs ou la somme des poids. Pour le calcul de la moyenne arithmétique pondérée, considérons le couple x, i, n, i, composé de la valeur x, i, de la série associée à l'effectif n, i, pour une valeur de i allant de 1 à m. La moyenne pondérée est obtenue avec cette formule. Voyons maintenant un exemple concret pour bien comprendre comment calculer la moyenne pondérée. On dispose d'une série de notes, mais cette fois-ci, chaque note n'apparaît pas le même nombre de fois. Autrement dit, chaque valeur possède un effectif, c'est-à-dire un poids. Par exemple, la note 12 apparaît 4 fois, la note 17 apparaît 3 fois, la note 10 apparaît 2 fois, etc. Donc toutes les notes n'ont pas la même importance. On ne peut plus utiliser la moyenne simple. On applique alors la moyenne arithmétique pondérée. La méthode se fait en 3 étapes. Étape 1, multiplier chaque note par son effectif. Étape 2, additionner tous ces produits. Étape 3, diviser par le total des effectifs. Cela donne la somme des notes fois effectifs, divisé par somme des effectifs. Après calcul, on obtient moyenne égale 13,53. On remarque d'ailleurs que ce résultat est le même que celui obtenu précédemment avec la liste complète des 15 notes. La moyenne pondérée permet donc de simplifier les calculs lorsque les données sont regroupées, tout en donnant exactement le même résultat. Nous allons maintenant voir une autre situation très fréquente où la moyenne pondérée est indispensable. Parfois, les données ne sont pas associées à des effectifs, mais avec des poids,
souvent exprimée en pourcentage. Dans ce cas, chaque valeur est associée à un coefficient appelé poids. Le principe reste exactement le même. On multiplie chaque valeur par son poids. On additionne tous les produits. Puis on divise par la somme des poids. Autrement dit, la moyenne pondérée égale la somme des valeurs fois poids, divisée par la somme des poids. Prenons l'exemple du secteur de distribution d'eau. On a 3 entreprises qui représentent 25% du secteur, 30% et 45%. Leurs chiffres d'affaires sont différents. Si on faisait une moyenne simple, on considérerait chaque entreprise comme équivalente, ce qui serait faux, car leurs tailles sont différentes. La moyenne pondérée permet alors de donner plus d'importance aux entreprises les plus grandes. Après calcul, on obtient le chiffre d'affaires moyen du secteur 14 570. C'est donc une estimation réaliste, tenant compte du poids économique réel de chaque entreprise. C'est très utilisé en économie, en finance et en statistique sectorielle. Nous abordons maintenant un cas très fréquent en statistique, les données regroupées en classes. Lorsque les données sont très nombreuses ou continues, on ne liste plus chaque valeur individuellement. On les regroupe dans des intervalles, appelés classes. Par exemple ici, on étudie les salaires de 50 individus. Les salaires sont regroupés par tranches. Ainsi, on ne connaît plus les valeurs exactes des classes, donc on ne peut pas calculer directement la moyenne simple. La solution consiste à utiliser les centres de classe. Le centre d'une classe est simplement borne inférieure plus borne supérieure, divisé par 2. Ce centre représente la valeur moyenne approximative de la classe. Ensuite, on applique la moyenne pondérée, on multiplie chaque centre de classe par son effectif, on additionne tous ses produits, puis on divise par l'effectif total. Autrement dit, la moyenne égale la somme des centres fois effectifs, divisé par le total des effectifs. Après calcul, on obtient la moyenne égale à 264,60. Cela donne une estimation réaliste du salaire moyen, même sans connaître chaque valeur individuelle. C'est la méthode standard pour les variables continues ou les grands échantillons. Même si la moyenne arithmétique est très utilisée, elle présente parfois des limites importantes. En particulier lorsque la série contient des valeurs extrêmes, c'est-à-dire des valeurs très grandes ou très petites par rapport aux autres. On appelle cela des valeurs aberrantes. Prenons un exemple simple. On observe les salaires de 5 employés, 500, 750, 1000, 1200 et 10 000. Si on calcule la moyenne, on additionne tout, puis on divise par 5, ce qui donne 2690. Mais il y a un problème avec le résultat trouvé. Aucun employé ne gagne un salaire proche de 2690. La plupart gagnent autour de 1000. Pourquoi cette différence? Parce que la valeur 10 000 est très grande et tire la moyenne vers le haut. Donc la moyenne ne représente plus vraiment la réalité du groupe. Pour résumer, disons que la moyenne simple est la plus connue et plus facile à calculer, on additionne toutes les valeurs, puis on divise par leur nombre. Elle s'utilise lorsque les données ne sont pas regroupées et que toutes les valeurs ont la même importance. Cependant, elle présente des limites, elle est très sensible aux valeurs extrêmes, et elle ne convient pas lorsque les données sont regroupées en classes ou lorsqu'il existe des effectifs différents. Pour ce qui concerne la moyenne pondérée, chaque valeur possède un poids ou un effectif. On multiplie chaque valeur par son poids, on additionne le tout, puis on divise par la somme des poids. Elle est particulièrement utile pour les notes avec coefficients, les salaires par catégorie ou les prix selon les quantités. Elle est donc plus précise, mais le calcul est un peu plus complexe. En résumé, la moyenne simple est utilisée lorsque toutes les valeurs ont le même poids. Et la moyenne pondérée est utilisée lorsque les valeurs ont des poids différents. Le choix dépend donc du type de données que l'on analyse. Dans cette partie, nous découvrons la moyenne géométrique. Contrairement à la moyenne arithmétique qui additionne les valeurs, la moyenne géométrique, elle, multiplie les valeurs entre elles, puis on prend la racine nième du produit. Sa formule est donc, le produit de toutes les observations, élevé à la puissance 1 sur n. Cette moyenne est particulièrement utilisée lorsque l'on travaille avec des taux de croissance, des ratios, ou des indices économiques et financiers. Pourquoi? Parce qu'elle est mieux adaptée aux évolutions proportionnelles. Elle mesure une croissance moyenne réelle, plus précise que la moyenne simple dans ces situations. Mais attention, elle ne peut être calculée que pour des valeurs positives. On ne peut pas l'utiliser avec des zéros ou des nombres négatifs. C'est donc l'outil de référence pour analyser des évolutions dans le temps.
Après avoir vu la définition de la moyenne géométrique, appliquons-la maintenant à un cas concret. Prenons l'exemple de l'entreprise Techmobile, qui produit des téléphones mobiles. On observe son chiffre d'affaires sur 5 années successives. Notre objectif est simple, déterminer le taux de croissance annuel moyen sur toute la période. Si on utilisait la moyenne arithmétique, on ferait une erreur, car ici il s'agit de croissance successive, donc de phénomènes multiplicatifs. On calcule d'abord les multiplicateurs annuels, chaque année est obtenue en multipliant l'année précédente par un coefficient. On multiplie ensuite tous ces multiplicateurs entre eux, puis on prend la racine nième, ici la racine quatrième, car il y a 4 évolutions. On obtient la moyenne G égale à 1,20. Cela signifie que, en moyenne, le chiffre d'affaires est multiplié par 1,20 chaque année. Autrement dit, cela correspond à une augmentation annuelle moyenne d'environ 20,2%. Donc la moyenne géométrique permet de traduire plusieurs variations successives en un seul taux moyen réaliste et fiable. C'est pour cela qu'elle est très utilisée en économie, finance et analyse de croissance. Nous découvrons maintenant une troisième moyenne importante en statistique, la moyenne harmonique. Elle est principalement utilisée pour calculer des moyennes de ratio, c'est-à-dire lorsque le dénominateur reste constant. Contrairement à la moyenne arithmétique qui additionne les valeurs, et à la moyenne géométrique qui les multiplie, la moyenne harmonique, elle, travaille avec les inverses. Son principe est simple, on prend l'inverse de chaque valeur, on additionne ses inverses, puis on fait l'inverse du résultat total. Mathématiquement, on divise le nombre d'observations par la somme des inverses. Elle est très utile dans des situations concrètes comme le calcul de la vitesse moyenne sur un trajet, des taux d'investissement, ou des prix différents pour une même quantité. Appliquons maintenant la moyenne harmonique à une situation concrète. Une entreprise possède 100 000 unités monétaires et réalise 4 investissements différents, 10 000, 15 000, 25 000 et 50 000. Chaque investissement rapporte le même gain, soit 2 500. Mais les taux de rendement sont différents, 25%, 17%, 10% et 5%. La question est, quel est le taux moyen réel de ces investissements? Ici, on ne peut pas utiliser la moyenne arithmétique, car on travaille avec des taux, des ratios, pour un même revenu. On utilise donc la moyenne harmonique. La méthode consiste à prendre l'inverse de chaque taux, additionner ses inverses, puis diviser le nombre d'observations par cette somme. Après calcul, on obtient la moyenne H égale à 10%. Cela signifie que, globalement, l'entreprise peut considérer que son capital total de 100 000 rapporte en moyenne 10% de rendement. Autrement dit, 100 000 fois 10% égale 10 000, ce qui correspond bien aux 4 gains de 2 500. Donc la moyenne harmonique permet de trouver un taux unique équivalent, plus juste que la moyenne simple. Prenons maintenant un exemple très concret du quotidien, les achats au supermarché. On nous propose 5 types de lait, chacun avec un prix différent au kilogramme, 150, 175, 250, 300 et 550 unités monétaires. Mais il y a une particularité importante, le ménage dépense le même budget pour chaque type, soit 3000 unités monétaires. Donc, comme le prix change, la quantité achetée change aussi. Plus le prix est élevé, moins on peut acheter de quantité. Et inversement, plus le prix est faible, plus on achète. La question est, quel est le prix moyen réel au kilogramme payé par le ménage? On ne peut pas utiliser la moyenne arithmétique, car les quantités sont différentes. Ici, on a un même budget pour chaque achat, donc on travaille avec des ratios prix-quantité. On utilise alors la moyenne harmonique parce qu'elle est parfaitement adaptée lorsque le dénominateur est constant, le budget, mais les quantités varient. Elle permet d'obtenir un prix moyen équivalent, plus représentatif de la réalité des achats. Donc, encore une fois, la moyenne harmonique donne le vrai prix moyen payé, et non une simple moyenne des prix affichés. Terminons avec le calcul du prix moyen réel au kilogramme. Au supermarché, on a 5 types de lait, avec des prix différents, 150, 175, 250, 300 et 550. Mais pour chaque type, le ménage dépense le même budget, 3000 unités monétaires. Donc la conséquence est simple, quand le prix augmente, la quantité achetée diminue, quand le prix diminue, la quantité achetée augmente. On ne peut donc pas faire une moyenne arithmétique des prix, car toutes les quantités ne sont pas identiques. Ici, ce qu'on cherche vraiment, c'est quel est le prix équivalent unique qui représenterait tous ces achats. Comme le budget est constant, on utilise naturellement la moyenne harmonique. La formule consiste à
Prendre l'inverse de chaque prix. Additionner ces inverses. Puis diviser le nombre de produits par cette somme. Après calcul, on obtient prix moyen égal à 232,25 unités monétaires par kilogramme. Cela signifie que, globalement, c'est comme si tout le lait avait été acheté à ce prix unique. La moyenne harmonique donne donc un résultat plus réaliste et économiquement correct que la moyenne simple. Prenons maintenant un dernier exemple très parlant, le calcul de la vitesse moyenne sur un trajet. Imaginons un trajet entre deux villes. 3 chauffeurs roulent à des vitesses différentes. 90 km/h, 110 km/h et 115 km/h. On pourrait penser qu'il suffit de faire la moyenne arithmétique, mais ce serait faux. Parce que la vitesse est un ratio, distance divisée par temps. Ici, la distance est la même pour chaque trajet, mais le temps change selon la vitesse. Donc on ne doit pas additionner les vitesses directement. On applique plutôt la moyenne harmonique, on prend les inverses des vitesses, on les additionne, puis on divise le nombre de trajets par cette somme. Après calcul, on obtient, la vitesse moyenne est égale 103,8 km/h. Cette valeur représente la vraie vitesse équivalente, celle qui donnerait le même temps total pour parcourir la distance. Alors, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça? La moyenne, ce n'est pas juste une formule avec des additions et des divisions. C'est un outil pour comprendre le monde. Chaque jour, sans même nous en rendre compte, on parle de moyenne partout, la moyenne en classe, le salaire moyen, la vitesse moyenne, la croissance moyenne d'une entreprise. La moyenne est littéralement au cœur des décisions économiques, scolaires et sociales. Mais maintenant, tu le sais, toutes les moyennes ne se valent pas. Si tu utilises toujours la moyenne simple, tu risques parfois de te tromper. Parce que les données ne sont pas toujours équilibrées. Parfois il y a des coefficients, parfois des pourcentages, parfois des croissances, parfois des valeurs extrêmes. Et c'est là que la statistique devient intelligente. On choisit la bonne moyenne au bon moment. La moyenne arithmétique pour les cas simples, la moyenne pondérée pour les poids, la moyenne géométrique pour les évolutions et la moyenne harmonique pour les vitesses et les ratios. Autrement dit, la moyenne, ce n'est pas seulement calculer. C'est réfléchir. C'est interpréter. C'est comprendre les données. Et c'est exactement ça, faire des statistiques. Donc la prochaine fois que tu entends « moyenne », ne pense plus juste à une formule. Pense à un outil puissant pour résumer, analyser et décider. Et ça, c'est déjà penser comme un statisticien.